Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Bonsoir chers auditeurs d'ABK Radio, merci d'être là, toujours connectés à la fréquence utile et agréable et encore plus des fidèles auditeurs de Cris de Femmes. Cris de Femmes est heureux de vous présenter ce soir une émission spéciale qui vous plongera dans l'actualité avec un sujet d'une importance cruciale. Nous allons parler des prédateurs sexuels, nous allons immerger au cœur de ceci. Au cours de cette émission, nous aurons l'honneur d'accueillir des experts renommés, des psychologues, des représentants d'associations féministes et une avocate spécialisée dans les crimes sexuels. Ainsi, je serai accompagnée de Maître Ndakle, qui est avocate au barreau du Cameroun, avocate également au barreau du Rwanda. Elle est spécialiste de la question de genre, également défenderesse des droits des femmes, encore plus de tous crimes liés aux affaires sexuelles. Elle est très intéressée dans la cause des droits humains, de l'émancipation de la femme, et c'est avec un réel plaisir qu'elle sera avec nous ce soir dans la troisième partie de l'émission. J'ai également le plaisir encore et toujours d'être avec le docteur Cyril Léopold Bengono, notre psychologue désormais attitré et consultant, qui, grâce à lui d'ailleurs, nous avons pu avoir un partenariat avec la maison avec lequel nous faisons d'ailleurs la minute à l'eau du psy et que vous pourrez rencontrer tout le temps que vous souhaitez dans un autre centre hospitalier dont il vous donnera les détails tout à l'heure. Et enfin, Madame Caroline Vin, qui est responsable d'association, une féministe qui se dit d'ailleurs féministe, très radicale, et nous expliquera ce que ça veut dire, ne vous inquiétez surtout pas, et qui depuis cet univers, cette actualité, elle fait partie d'un consortium qui a décidé de redonner du sourire aux femmes victimes. Nos invités, vous constaterez que ce sont des professionnels engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
Mais ce n'est pas tout. Nous aurons également pour vous, chers auditeurs d'ABK Radio, dans cette édition de Cris de femmes, dont la thématique est immersion au sein des prédateurs sexuels, un témoignage en live, un témoignage en direct qui vous glacera et qui concerne l'actualité, le fameux Darkness Bobda. Je suis Miss Jen à la présentation et à la mise en onde, c'est William Tralak. Je vous prie de vous installer parce que nous allons débuter dans quelques minutes, le temps d'une petite pause musicale. Ses yeux envieux avaient le regard mauvais. Il attendait que tout le monde s'endorme pour l'entraîner ou lui se laver le secret. C'est pas normal, ses cris déchirent le silence de la nuit. C'est un secret familial, tout ce que tu aimes te haïront si tu pars. Elle a mal, elle veut s'enfuir, la douleur l'empêche de courir. Elle a mal, elle veut s'enfuir, son corps va lâcher prise, dans les larmes elle s'enlise. Il lui vole sa chair, son âme. Amina baignera dans le sang. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas m'abuser. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité. Laisse-moi ma virginité. Me violer, je suis encore un enfant. Plongé dans le noir, tes yeux n'arrivent plus à rien voir. Tu n'es pas responsable de la haine d'un animal sauvage. Tout le monde doit savoir, tu n'es pas la coupable mais la victime. Toi qui n'as rien demandé, toi qui as tout supporté. Le silence devient un fardeau. Laisse ton corps parler avec ses mots. Ta souffrance n'est pas un cadeau. Oh, oh, oh. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas m'abuser. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité. Laisse-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Maman Oh, nous nous souvenons encore très bien de cette chanson d'Ismaël dont le clip alors avait choqué parce qu'on avait estimé que ce clip était violent alors qu'il mettait simplement en lumière la réalité dans nos familles, à savoir l'inceste dont subissait cette pauvre petite fille et qui était couverte par sa maman dans le cercle familial. Et malheureusement, ce clip qui est une belle dénonciation des Ismaël n'a pas pu être diffusé sur les grands écrans parce qu'on avait estimé que les images étaient trop violentes. Mais est-ce qu'on pense un seul instant au sentiment que pourraient avoir ces jeunes filles qui sont oppressées, quand on sait encore que désormais la violence n'est même pas que dans le cercle familial, la violence a quitté la maison, la violence est désormais dans les lycées, la violence est aussi dans l'intimité. Imaginez vous rencontrez un bel homme dans un endroit parce que vous allez dans un restaurant, vous voulez fêter un anniversaire avec des amis et après ça devient le cauchemar, simplement soit parce que vous avez refusé votre numéro de téléphone ou encore vous n'avez pas acquiescé à ses avances et il décide de prendre cela de force. C'est ce qui arrive parfois aux hommes qu'on qualifie de prédateurs sexuels. Si on dit prédateurs, c'est parce que ceux-ci ont pour mission d'arracher de force, d'humilier, de dénigrer, de faire mal et de découper la victime. Certainement pour un plaisir dont on ignore encore comment est-ce qu'on peut dire avoir qu'un plaisir en faisant du mal à autrui. Je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une technicienne, c'est pourquoi j'ai besoin de l'expertise du Dr Cyril Bengondo pour cette première partie de l'émission. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes dans Cris de femmes et la thématique du jour, c'est immersion au cœur des prédateurs sexuels. Alors, Dr Cyril Bengondo, parlons de prédateurs sexuels. Qui sont-ils? Oui,
Bien le bonsoir à tout le monde en studio et surtout à tous les auditeurs, les fidèles auditeurs de Cris de Femmes. Avant d'entrer dans la compréhension, l'explication proprement dit des prédateurs sexuels, il serait plus intéressant d'amener nos auditeurs à regarder avec nous dans le règne animal. C'est-à-dire que quand on regarde le règne animal en général, c'est l'homme qui est le plus grand prédateur. L'homme, lui-même mammifère, nous sommes nous-mêmes de grands prédateurs. Et pour commencer à détailler, regardez les fauves. Quand un fauve chasse, il doit se nourrir, il doit survivre. C'est parce que là, nous sommes dans les obligeances du corps. Donc, à partir de là, il faut que je mange. Et pour manger, il faut que je chasse. Parce que je dois survivre. D'accord. Maintenant, pour parler des prédateurs sexuels, c'est différent. Le prédateur sexuel est déjà un prédateur, comme un animal, comme l'homme qui chasse. Il chasse ses victimes. En fait, il chasse, il prépare un plan. Et pour dire simplement, c'est quelqu'un qui obtient ou tente d'obtenir des actes sexuels d'une manière autre que celle conventionnelle. Donc, c'est de façon abusive ou de façon, entre guillemets, prédatrice. C'est arraché, sans émotion, sans empathie. Mais je voudrais comprendre pourquoi parler de prédateur sexuel et non pas peut-être de violeur ou de pervers narcissique. J'ai l'impression que c'est un cran au-dessus. Non, pas un cran au-dessus. En fait, ce sont des états de pathologie psychique différents et appréciés différemment selon les contextes sociaux, selon les cultures. Effectivement, pour dire simple, un prédateur sexuel est quelqu'un qui prépare un plan. Il prépare un plan, il prend du plaisir à humilier, c'est-à-dire sexuellement, il prend du plaisir, il n'a pas d'émotion, il n'a pas d'empathie. Et parfois, quand on les rencontre, il rit même de ses espoirs. Il fait plaisir à faire mal. C'est-à-dire prendre du plaisir à faire mal. C'est comme des trophées alors. En fait, plus il a accumulé des victimes, mieux il se sent. D'accord. En certaines circonstances, vous avez par exemple ce qu'on appelle des personnes qui commettent des infractions sexuelles. Mais qui ne sont pas des prédateurs sexuels. Il y a les viols, il y a les abus sexuels sur mineurs qui sont... Ces infractions sont commises par des personnes qui ne sont pas prédateurs. Qui ne sont pas prédatrices. Généralement, qui ne sont pas des prédateurs. Qui ne sont pas des prédateurs. Donc, vous arriverez par exemple, je ne sais pas si je le fais ici parce que je suis énervé, j'enlève mon pantalon et je me mets tout nu dans la rue. C'est une infraction sexuelle. Atteinte à la pudeur, etc. Voilà. Au Cameroun, on parle d'atteinte à la pudeur. C'est une infraction sexuelle. Mais par contre, celui qui le ferait, la femme qui le ferait, je fais bien usage du conditionnel, n'est pas prédateur sexuel. Et si jamais des personnes nous rejoignent à l'instant, donc le prédateur, lui, c'est d'abord préparé, ensuite c'est répété, et plus quand il accumule, il se sent à l'aise et il continue davantage, etc. Et plus tard dans l'émission, si vous permettez, vous remarquerez dans mon propos que les prédateurs sexuels sont des personnes très intelligentes et qui savent user de leur position sociale, politique, financière. Et je m'emmène à vous poser directement la question de savoir comment les reconnaître. Alors là, je vous avoue qu'on me dit très bon profiler, c'est pas facile de les reconnaître. Pourtant vous êtes un bon profiler. Par contre, je le dis avec humilité, essayons d'en faire un, c'est ceux qui en ont fait l'expérience. D'accord. Il y a deux choses dans notre société, ou trois choses je pense. C'est l'argent, le sexe et le pouvoir. Bon, quand je dis argent, sexe, on parle aussi du ventre, bas-ventre, etc. Les positions de pouvoir aujourd'hui sont liées à l'argent. Et nous vivons dans des sociétés qui, entre guillemets, je le dis avec beaucoup de violence, chacun expérimente à sa façon sa pauvreté. Et nous avons aujourd'hui des jeunes filles et des jeunes garçons qui tombent dans des faits de pauvreté qui leur donne finalement la position de proie face aux prédateurs sexuels. Parce qu'elles sont dans une situation de vulnérabilité.
Donc, la meilleure façon de faire le profil, c'est plutôt ce que nous appelons techniquement la victimologie. Ok. Il dit que c'est en écoutant les victimes qu'on finit par avoir le profil psychologique du prédateur psychologique, et qu'on enseigne aux personnes qui le veulent bien dans les écoles, dans les universités, comment identifier un prédateur sexuel. C'est souvent, moi je conseille aux praticiens aujourd'hui, moi je conseille aux praticiens dans ces activités de les considérer comme des activités interactives. Sinon, les personnes se braquent. Je vais vous expliquer en quelques secondes pourquoi les personnes se braquent. Allons-y. Parce que le silence des victimes tient du regard et de la représentation et de la victimisation, oui, même des personnes qui ont été qui ont subi les effets des prédateurs sexuels. Pour dire un exemple, je ne sais pas exactement, je pense qu'il y a à peu près 7 mois, il m'avait donné occasion de parler avec des mères, des jeunes dames dans une entreprise de la place, et il fallait parler de la deuxième partie tout à l'heure des pervers narcissiques, les comprendre, les connaître, les prédateurs sexuels. Et une fois, il y a une jeune dame pendant la pause café qui dit, docteur, elle s'est rapprochée de moi en larmes et elle a dit, si vous avez remarqué, je n'arrive pas à parler parce que j'ai envie de parler et j'ai l'impression que des personnes vont porter des jugements de valeur sur ma personne. Et je lui ai dit, expliquez-moi ça comme si j'avais 3 ans. Effectivement, il y a 7 mois, belle jeune dame, sexy, comme on dit, bien habillée, bien coiffée, manucurée. Et en quelques minutes, elle m'a expliqué qu'elle avait été victime d'un viol et qu'elle avait remarqué que cette personne la suivait, l'avait même portée une fois, l'avait déposée dans l'entreprise lorsqu'elle était encore... Ça ressemble à une panthère, comme non, qui chasserait sa proie. Et vous avez dit, oui, en fait, c'est ça le prédateur. Et pour comprendre le prédateur, il fallait la comprendre parce que c'est elle qui décrit en tant que victime ce qu'elle a vécu. J'attendais un taxi, il m'avait porté, j'étais encore en stage. Il m'a déposé, il m'a demandé le numéro. J'ai fait fi de ne pas entendre. Et plus tard, j'avais remarqué qu'il me suivait. Effectivement, parce qu'il l'avait déposé devant l'entreprise et sans faire attention, un jour, c'est arrivé. Et en quelques minutes, je lui ai dit, exprimez-vous, ça va faire du bien. Et après qu'elle s'était exprimée, puisque c'était en groupe, c'est une activité interactive, c'était des dames, des jeunes messieurs en entreprise, des jeunes cadres, il y a quelqu'un qui avait osé, et ça c'était violent, j'avoue, à l'instant je n'avais pas apprécié, qui avait dit, vous les jeunes filles aujourd'hui, quand vous vous habillez sexy, est-ce que vous savez que vous attirez vers vous des prédateurs? Ce qui n'a rien à voir. Je vais essayer de garder mon émotion et donc, poser la question à Caroline, Madame Veng qui est là. Je vais directement lui poser cette question. Trouvez-vous utile de dire à une victime, tu n'as pas besoin, parce que tu es sexy, c'est pour cela que tu as attiré des prédateurs sexuels ou alors qu'on t'a violé ou on a abusé de toi? Si ce n'était que ça, c'est qu'il n'y aurait pas des prédateurs sexuels qui sont aussi des pédophiles. Voilà. Donc, des femmes... Ou encore dans le cercle musulman, où tout le monde habillé. Et voilà, donc ça n'a rien à voir avec l'habillement. Et puis, bien sûr, de rappeler qu'il ne faut pas victimiser les victimes, ou du moins les survivantes, comme nous appelons, parce que ça ne dépend pas. Quand on suit, par exemple, les témoignages, on se rend bien compte que parfois, c'est quelqu'un qui vous dit « je rentre du travail ». Quand on rentre du travail, on n'est pas forcément sexy. C'est pas toujours les profils de... Parce qu'au début, quand on regardait les témoignages, c'était pas des profils de jeunes filles. C'était des profils de j'étais avec ma copine dans un restaurant, je sors du travail. Donc, moi, je peux sortir dans la rue comme ça. Et puis, pour ceux qui ne voient pas, je suis en train de rentrer chez moi, quelqu'un m'accoste. Et puis, donc, ça n'a rien à voir avec l'habillement. Enfin, son type d'après... Si je m'en tiens à ce que le son profiling, on peut faire un petit profiling. C'est qu'il ne semble pas avoir une typologie de femme. Déjà, c'est un prédateur qu'on dit bisexuel. Il n'a pas une typologie de femme. On dit elle est grasse, elle est mince. Il a pris tout le monde. En fait, dès que tu es une femme et que tu lui sembles être une proie à l'instant T, pour lui, c'était suffisant, en fait, en termes de... Il n'avait pas de choix précis. Comme on peut dire, non, il aime les filles, je sais pas moi, teint clair ou grande de taille. Non.
tout le monde y est jeune, vraiment grand, passé, mature, exactement. financièrement stable, pas du tout financièrement stable. On embraye directement sur cette problématique parce qu'on a reçu, si vous voulez aussi participer comme Eric, au 6 99 19 11 62 ou aussi 78 42 64 90, le réflexe, faisons suite à tous ces témoignages des personnes d'ailleurs qui ont eu un réveil de la mémoire post-traumatique. Elle est d'ailleurs connectée, cette victime qui va vouloir discuter avec nous et vous allez commenter en direct là maintenant pour ceux qui nous rejoignent sur ABK Radio dans l'émission Cris de femmes, immersion au cœur des prédateurs sexuels. On va écouter la réaction d'Eric qui, ma foi, est exactement celle de acculer toujours les survivantes, les victimes, en leur donnant des conseils comme si c'est le premier réflexe qui devrait être fait. On va écouter sans juger, bien sûr, d'abord, la contribution d'Eric qu'on a reçue à l'instant. Bonsoir ABK Radio, bonsoir à vos chers auditeurs. Pour ma contribution au sujet du jour, je dirais qu'il est devenu de plus en plus évident dans notre société actuelle que l'importance accordée à la richesse matérielle et au statut financier d'une personne peut parfois nous pousser à négliger d'autres aspects tout aussi cruciaux. Lorsque nous évaluons nos partenaires potentiels, il est essentiel de réfléchir à des critères plus complets pour une relation saine et épanouissante. Donc j'appelle qu'au-delà des biens matériels, il est crucial de s'interroger sur la santé mentale, émotionnelle et spirituelle d'une personne avec qui on voudrait marcher, faire chemin, ainsi que sur ses valeurs familiales même et sa quête de paix intérieure. On ne peut pas être toujours avec des gens qui font le boucan partout, qui sont violents. La manière dont une personne a acquis sa richesse aussi, ses sources de revenus et ses motivations financières peuvent offrir une perspective plus nuancée sur la véritable personnalité et ses priorités dans la vie. Donc, il est également important de se questionner sur son éducation, ses croyances, les valeurs d'une personne ainsi que sur l'origine et l'influence de sa richesse au-delà des apparences. Et il est essentiel de prendre en compte la profondeur de la personne, ses qualités morales telles que j'ai dit et sa personnalité. Donc, en définitive, la richesse financière ne devrait pas être le seul critère de sélection dans nos relations. En sensibilisant à l'importance d'examiner plus largement nos choix de partenaires, nous pouvons contribuer à des relations plus équilibrées et épanouissantes, basées sur des critères plus complets. Voilà ma contribution et merci pour cette émission qui vient toucher du doigt un problème réel qui prend de l'ampleur, un problème, je dirais, phénoménal. On va vraiment remercier encore Eric. Si jamais vous souhaitez faire comme lui, envoyez vos contributions par note vocale au 6 99 19 11 62 ou au 6 78 42 64 90. On se fera un énorme plaisir de vous accueillir, soit en direct ou de lire vos différentes contributions. Alors, si on doit résumer cette participation d'Eric à la thématique du jour, il met déjà en avant le fait que beaucoup de jeunes filles, tu l'as d'abord parlé tout à l'heure, Dr Cyril, de vulnérabilité financière, sont attirées par des hommes financièrement stables. Voilà, le premier critère, c'est qu'un homme doit être financièrement stable. Et il en interpelle en dehors et même pas de ce financièrement stable, de regarder en profondeur sur la santé mentale, émotionnelle, spirituelle, familiale, et même si cette personne est financièrement stable, de penser à l'historicité de son revenu, son éducation et son cercle familial. Il touche là, effectivement, nous le disons ici. Merci, cher Eric, pour cette contribution. Je pense que depuis plus d'une année, on le dit dans cette émission, tout ce qu'il a dit là. Et une fois, j'avais rigolé ici, j'avais dit ceci.
en certaines circonstances, moi, quand je courtise, j'ai vu des consommatrices passives. Et effectivement, être une consommatrice passive, sont ces jeunes dames qui pensent que nous sommes encore en 1960, où déjà dans nos cultures, la femme ne devait pas travailler, ou en certaines circonstances devait demander l'autorisation de son époux. Nous sommes en 2024. Oui. Et alors, ces jeunes dames qui pensent que non, elles vont attendre pour s'acheter une greffe à 150 000 que mon gars ou mon sugar daddy va me donner, je ne porte pas de jugement de valeur, mais ressaisez-vous, parce que vous vous préparez à vous poser en victime. Pourquoi? Parce que pour compléter ce qu'a dit notre cher Eric tout à l'heure, les prédateurs sexuels sont des personnes qui font usage de ce pouvoir, le pouvoir financier. Oui. Et il y a même encore ce pouvoir socio-métaphysique et psychologique. C'est compliqué, seuls les initiés peuvent comprendre. Oui. Et les initiés dans le bon chemin. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui commettent des abus dans ce pays et lorsqu'il y a dénonciation, on vous dit laissez tomber, vous ne savez pas qui il est. Ou l'affaire est pliée en deux et en trois. Et pour compléter encore ce qu'a dit Eric, je pense que c'était la dernière émission ici. Je relayais ce qu'avait dit un ami qui discutait, c'était sur des violences faites aux femmes sexuelles. Là, il dit ceci: qu'un jour arrivera, et j'espère qu'on ne viendra pas m'arrêter pour incitation à la violence, et si ça arrive, ça me fera même un bon plaisir en tant que féministe militant, c'est qu'un jour, dans notre pays, sur le plan psychosocial, une fois que vous aurez commis une violence envers une femme, où on vous trouvera en tant que prédateur, des personnes ne vous enlèveront pas la mort, mais on va vous chicoter à bonne fesse afin que ça fasse exemple pour les autres. J'espère que vous comprenez. C'est une façon de dire ceci, pour compléter. La richesse financière est un objectif. Elle est quelque chose, un objectif, un but, c'est bien pour notre bien-être. Mais être riche à tout prix, c'est être riche de quoi? De voitures, de maisons. Et il a complété en ajoutant trois aspects, la santé mentale, la santé émotionnelle et la santé spirituelle. Et même le cercle familial. Le cercle familial, parce qu'effectivement, le cercle familial, il arrive ici. Et comme nous sommes un peuple de jolis et bons refoulés, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des choses qu'on a du mal à dire entre nous et même dans la famille. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens, dès qu'ils rencontrent une jeune dame ou une jeune dame rencontre un jeune monsieur, ils se fréquentent et lorsque ça commence à être sérieux, demandent à faire une évaluation psychologique. Moi, j'en ai eu l'année dernière. Et effectivement... il faut aussi dire que pour les mariages d'antan, il y avait ce qu'on appelle le sondage ou les enquêtes qui étaient effectuées dans le cercle de la famille, dans le quartier de la fille, pas des inconnus. Ils envoyaient des personnes, disent voilà une fille, elle m'intéresse, comment est-ce qu'elle se comporte? Il y avait le crédit ou la caution morale que le voisinage devait donner, les camarades de classe, etc. Et je pense d'ailleurs de mémoire, je pense ne jamais accepter, je pense quand j'étais dans l'enfance, n'avoir jamais accepté, je parle bien d'amitié. L'amitié d'une personne qui venait ex nihilo, c'est-à-dire que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Pour pouvoir dire bonjour à un garçon, il fallait qu'il soit peut-être l'ami de mon frère, peut-être un camarade de classe, peut-être le cousin d'une autre personne. Parce qu'on a toujours besoin de cette petite caution. Hey Caroline, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais aller peut-être dans le même sens, mais avec une autre approche. Oui, je dirais que la richesse matérielle, c'est les hommes qui en parlent beaucoup dans les relations de couple. Je dis pourquoi. Chaque fois que tu vas rencontrer, excusez-moi, beaucoup de jeunes hommes camerounais sont frustrés quand on parle des histoires d'argent. Oui. À dire que c'est eux qui placent toujours. Les jeunes filles d'aujourd'hui aiment l'argent, les jeunes filles d'aujourd'hui. Mais je ne sais pas combien de Camerounais sont riches. Disons-nous d'abord la vérité. Très peu. Voilà, donc du coup, c'est vrai que la richesse dépend d'où on vient. C'est-à-dire que si je viens si je suis à 100 francs, je peux considérer que quelqu'un qui a 1000 francs est riche. Effectivement, mais déjà, moi, c'est le premier truc que je pourrais dire. Maintenant, en ce qui concerne les relations, je pense que, et toujours, je me réfère au docteur, c'est que, ce que je ne vais pas dire intéressant, c'est pas le mot. Ce qui est intéressant, du moins, avec un prédateur sexuel, c'est que c'est parfois des bons pères de famille. S'il n'a pas intérêt à être un prédateur avec vous, par exemple, il sait que vous êtes une femme dans une position de pouvoir et autres, où il a un intérêt avec vous,
bien, vous n'allez jamais, c'est le jour où on vous raconte ce qu'il fait dehors que vous... Mais avec qui je vis à la maison, il n'a pas le visage du prédateur sexuel dans la société. C'est pour ça qu'on a parfois du mal à lui accorder. Voilà. Et que quand l'information sort, vous avez des gens qui vont toujours le défendre, malgré 100 témoignages. Et puis, c'est comment vous dire que non, il n'était pas comme ça avec moi. La preuve, c'est qu'il... de la personne dont on parle à l'heure actuelle, on dit qu'il était déjà allé faire la dot et tout. Donc, la famille, je pense bien que la famille avait quand même pu faire quelques enquêtes et autres. En fait, c'est pour dire que... Il y a un darkness, voilà. Il y a un côté dark d'une personne. Mais je suis d'accord qu'on peut faire des études, effectivement, au-delà même de l'aspect santé mentale. Parfois, c'est juste l'aspect santé qu'on ne vérifie pas quand on se met en relation avec quelqu'un et qu'on veut aller plus loin. Donc, je suis d'accord qu'effectivement, ça ne saurait être le premier critère, mais ce n'est pas souvent les critères que les gens mettent en avant. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de... quand on regarde la société en fait, il y a un nouveau... je pense que c'est justement de dire financièrement stable. Oui. De faire un peu attention à ce côté financièrement stable. Parce qu'une personne peut vous faire croire qu'elle est financièrement stable, mais émotionnellement instable, mentalement instable, appartenant à une famille déconstruite et qui ne pourra pas avoir les valeurs de la famille, vous rencontrer des enfants, qui n'a pas de spiritualité, qui vague dans la société et qui, à fond sérieux, n'a aucune éthique, aucune valeur. Et puis, je pourrais me porter en faux aussi de toujours accuser des jeunes filles. Ce discours de toujours dire que la jeune fille est... oui, la jeune fille est peut-être vulnérable, c'est elle qui va vers les gens. C'est aussi remettre en question l'éducation qu'on donne à nos enfants à la maison. Aujourd'hui, je pense qu'à l'heure actuelle, beaucoup de nos parents, quand ils envoient son enfant ou sa jeune fille à l'école ou sa fille à l'école, c'est parce qu'il a envie qu'elle soit autonome de manière sociale ou autre. Maintenant, vous pouvez arriver dans un couple et l'homme, et même à l'époque de nos mamans, je doute qu'on pouvait les considérer comme des consommatrices passives. Jamais. Parce que c'est vrai, je n'apporte pas l'apport financier, mais j'apporte quelque chose dans le couple. Si tu peux aller au travail, si tu peux rentrer le soir, trouver un repas à la maison, si tu peux rentrer, je gère les enfants, tu ne peux pas me considérer comme une consommatrice passive. Donc, il y a des modèles de jeunes filles d'aujourd'hui qui savent tout ça, qui sont éduquées, mais malheureusement, et ça c'est la société, on a tendance à beaucoup plus mettre en avant ces modèles finalement qui ne sont pas des modèles de réussite ou peut-être des modèles qu'on peut considérer comme de petits. Quoi qu'il en soit, tous ces prédateurs ce sont des coupables. Ce ne sont pas des jeunes, des victimes qui ont cherché, mais c'est cette personne qui sont dark. À la suite de Madame Vin, elle m'a inspiré quelque chose. Oui. Parce que dans cette émission, chaque fois, quand on veut faire un profil, on dit prédateur, on pense aux hommes. Est-ce que vous avez lu ou alors vous avez fait l'expérience on vous a parlé des prédatrices sexuelles? On devait en venir, mais bon. Te laisse le plaisir de découler, parce que dérouler. Dans le propos de tout à l'heure, il y a un élément. Parce que là, quand on parle d'argent et de pouvoir, moi, j'ai rencontré des personnes dans le cadre de ma pratique qui sont venus spontanément. J'ai besoin de vous parler. Est-ce que vous avez une heure? Je dis oui, tant que vous payez. Parce que c'est obligé de payer. C'est important. Alors, quand vous les écoutez, on ne peut pas rigoler de ça comme ça. Cette activité d'écoute vous fait prendre conscience de quelque chose. On nous a formatés, effectivement, nous sommes formatés à l'idée que c'est l'homme qui doit gagner, chercher de l'argent pour nourrir sa famille. Et à un certain moment, je lui ai posé la question, dans ce qui vous arrive, effectivement, vous avez perdu votre emploi depuis 2 ans, mais est-ce que vous avez pensé à faire autre chose? Il a dit oui. Vous comprenez un peu, parce que là, je reviens là-dessus. Mais il ne savait pas, lorsqu'il est venu en consultation, il ne savait pas qu'il était effectivement, parce que les prédateurs ont cette partie perverse, dont son épouse était une grosse perverse narcissique. C'est clair, il y a d'abord le côté pervers narcissique, doublé d'une prédatrice sexuelle, et lui, en tant qu'homme masculin, ne pouvait pas en parler. Donc, après 6 mois de suivi, d'écoute et de thérapie, il s'en est sorti et les 2 ont été en thérapie. C'est simplement pour dire à ceux qui nous écoutent de témoigner, de ne pas rester dans le silence de la victime ou de celui qui a remarqué ou vu quelque chose dans son entourage. Parlons de témoignages, nous avons directement été contactés par une personne qui, pour moi, a eu le réveil post-traumatique
après toutes ces publications et la déferlante qui a eu lieu. Parce qu'on devait, je veux dire quoi, il nous a contactés spontanément et nous l'avons bien sûr invité à l'émission. Mais parce que nous ne pouvons pas expliquer tout ce qui se passe dans la société sans rentrer dans le passé et dans la petite enfance, afin d'analyser le comportement. Et c'est vraiment avec un énorme plaisir. Des gens, on va dire bravo pour son courage. Alors, bonsoir, madame. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Voilà. Alors, vous avez voulu témoigner ce qu'on souhaite. Bien sûr, nous tous on sait de qui ou bien de quoi est-ce qu'on parlera, mais pour votre sécurité et dans le cadre de la communication, réservez-vous de donner le nom, d'accord? Sauf si vous vous sentez libre de le faire, mais réservez-vous de donner le nom et on va dire simplement racontez-nous votre histoire. Je suis avec le docteur Cyril Bengono, psychologue, et Madame Caroline Venn, qui est une spécialiste, qui est une défenderesse des droits humains et qui est féministe et qui fait également partie d'un consortium qui s'est créé juste après cette affaire très, très, très médiatisée du prédateur sexuel qui a été renommé Dark Next Bobda sur la page et sur la toile. Alors, on vous écoute. Ok, merci de me donner la parole. J'aimerais de but en blanc dire que mon histoire prouve que ce que beaucoup de gens disent sur la toile est seulement comme en partie vrai. Je dis en partie parce que beaucoup de gens parlent du fait que c'est quelque part un certain intérêt qui pousse les filles à aller dans les bras de ce monsieur. C'est pour ça que je dis que c'est juste en partie vrai. Parce que ce monsieur, dans la plupart des cas, il n'a même pas besoin de draguer pour dire que la fille va voir sa voiture et être intéressée. C'est quelqu'un qui est dans le forcing. Des gens qui ne veulent même pas de lui, là, il force. Donc, c'est vraiment des victimes qui sont encore plus victimes. Mon histoire est donc la suivante. Ce monsieur a été mon camarade de classe à l'internat, parce qu'il a fait l'internat. On en parle avec mes anciens camarades, on en parle depuis que cette histoire est ressortie. Et la première, je peux dire la première histoire, entre guillemets, que j'ai eue avec lui, avant même ça, on était déjà dans la classe et à chaque fois, il était très, très violent avec ses paroles. Il parlait tout le temps de sexe. Moi, j'étais très petite. Lui, il était déjà très grand en taille, grand en âge. Il était plus grand que nous. Je vous parle de l'année 99. On était en classe de 3e. Ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. Et dans la classe, il passait le temps à parler de sexe et de dire aux filles de la classe, ben toi, je t'aurai, je vais te violer, je vais te ci, je vais te ça. Mais nous, à cette époque-là, on ne savait même pas qu'on pouvait comme trahir ou aller en parler à des aînés ou aux surveillants généraux. Déjà qu'on était dans un environnement, quel que soit ce qui peut t'arriver, c'est toi qui es la fautive. Donc, on ne parlait pas de ces choses. Mais moi, personnellement, j'ai été sa victime une fois quand, en sortant du réfectoire, on était allé manger, comme d'habitude, et souvent le soir après avoir mangé, l'équipe qui devait nettoyer devait laisser tout le monde partir, nettoyer et s'en aller, et on n'était pas tous dans les mêmes dortoirs. Et moi, en rentrant à mon dortoir, ce monsieur m'attendait sur une piste non éclairée qui était pas loin qui était un peu loin du dortoir et du réfectoire. Et je vais jamais assez dire merci à Dieu parce que j'ai un aîné qui souvent, quand je finissais tard, m'attendait pour me raccompagner. Mais je ne l'ai pas vu ce jour. Ben, j'ai pris la route, mais il faisait très noir, il était dans les environs de 21h. Mais il m'a attrapé, ce monsieur. Il a déchiré mes vêtements. Je me suis mise à hurler. Et mon grand frère, mon aîné qui m'accompagnait d'habitude, a entendu les voix parce qu'il m'attendait pas loin, mais je ne savais pas. Et c'est lui qui est venu me sauver. Et quand cette histoire a recommencé, je n'ai pas manqué de repartir le voir encore pour lui dire merci. C'est lui qui est venu m'enlever des griffes de ce monsieur-là, mais il m'avait déjà complètement déshabillée. Et lui-même, il était déshabillé. Je ne sais pas ce que j'aurais vécu. J'en parle, j'en tremble encore tellement c'était violent et que c'est resté dans mon esprit. Et comme si ça ne suffisait pas, le lendemain, dans la classe, vu qu'il était assis juste derrière moi, le monsieur m'a touché l'épaule. Ben moi, je ne savais pas qui c'est. Il y avait 3 camarades derrière. Il me touche l'épaule. Et moi, il me dit, baisse-toi, tu ramasses. Je pense que c'est mon stylo qui est tombé. Quand je me baisse pour ramasser, je ne vois pas le stylo. Ben, je regarde, je ne vois pas. Et je vois un truc qui brandit devant moi. En fait, il s'était déshabillé et il brandissait son sexe qui était
extrêmement long. Je vous dis, moi, j'avais 12 ou 13 ans, là. On est en 99. J'étais en 3e. J'étais assez intelligente, donc je suis allée vite à l'école. J'étais très petite. Il balance son sexe devant moi en me disant, je vais te faire ça dur. Tu m'as échappé hier, mais tu vas voir. Wow. Vous imaginez dans quel stress je me trouvais à ce moment-là. Et j'ai dit à mes camarades qui étaient à côté de moi que mais là, j'ai extrêmement peur, je ne peux plus rester à l'internat. Là, ça ne va pas, mais je ne savais pas à qui parler. À l'internat, on n'avait pas de téléphone en 99, on n'avait rien, j'avais personne à qui parler là. Donc, et je n'étais pas la seule à l'avoir vécu. Beaucoup de mes camarades ont été violés. Moi, j'ai eu la grâce parce que j'ai été sauvée, mais mes camarades ont été violés sur la même piste. Imaginez ce que ces gens-là ont vécu. Pour vous dire que ce gars, ça n'a rien à voir avec une question d'argent. Il ne m'avait jamais dragué. Je n'ai jamais été intéressée par son argent. Déjà qu'à l'internat, à cette époque, il n'y avait que des enfants de ministres, il n'y avait que des enfants de riches. Donc, personne ne regardait l'argent de l'autre en réalité. Et il faisait ça à tout le monde. Déjà, il y a 25 ans. Ce monsieur, c'est un porc. J'ai juste hâte qu'on puisse l'arrêter et qu'il termine sa vie dans les barreaux parce que c'est ce qu'il mérite. Donc, c'était ça mon témoignage. Est-ce que vous avez pu... Merci, déjà on va applaudir pour vous parce que c'est beaucoup de courage quand nous on a essayé de contacter des avocats, dont Maître Motin, il nous a dit, voilà, les victimes ne sont pas en train d'arriver, on espère. On va en parler tout de suite avec Caroline. Est-ce que ça commence à se constituer ou pas? Donc déjà, bravo et félicitations. Toutefois, même sans être une experte, je me rends compte que vous en tremblez en parlant aujourd'hui de quelque chose dont il y a 25 ans. Qu'est-ce qui explique cela, Dr Cyril Bengono? La mémoire traumatique. C'est comme si ça a été un réveil, n'est-ce pas? C'est un réveil et je pense que la jeune dame, pour nous avoir parlé, pas seulement nous, disons, nous avoir parlé, et elle dit, j'en tremble encore, et est en train d'envoyer un message. Et à la fin, elle dit, j'ai été sauvée par mon aîné qui m'accompagnait, mais beaucoup d'entre nous avaient été violés. Oui. Et généralement, dans les écoles, les internats, il y a ces éléments qui sont aussi gardés en silence par les encadreurs, les enseignants. Parce que ce silence, on dit, ça va... Elle parle déjà du statut des enfants qui étaient là-bas. Et en parlant du statut des enfants qui étaient là-bas, quand on regarde les âges, elle a bien dit de mémoire, j'ai bien retenu ceci, j'avais 13 ans, je suis allé vite. Si elle avait 13 ans, lui devait être entre 14, 15 ans s'il a traîné. Ou 18 même. Oui, 16 ans, 17, parce que non, en 3e, je pense. Et vous allez voir, quand on a des profils de certains pervers sexuels ou certains qui ont ce type de pathologie psychiatrique, c'est à ces moments qu'il faut commencer à les prendre en charge parce qu'il y a des techniques. Mais là, elle explique que ça a commencé il y a 25 ans. C'est foutu aujourd'hui? Non, c'est pas foutu. Il y a 25 ans, je ne sais pas qui il est, quel âge il a aujourd'hui. Il a sans doute fait beaucoup de mal. Ben, je ne sais pas. En principe, on va laisser la loi faire son travail, mais bon, castration. Hein. Et puis... Vous proposez la castration? Non, mais je ne sais pas si c'est pratiqué chez nous. Mais dans certains pays, on va dans parler certains pays, donc castration chimique, castration physiologique, une fois que les forfaits sont identifiés. Et penser dans notre pays à créer, une fois que les forfaits, les victimes ont témoigné et que les faits sont avérés, de faire comme dans certains pays, je pense que c'est même plus haut en Afrique de l'Ouest, il y a un fichier des prédateurs sexuels. Des prédateurs sexuels aux États-unis, un peu partout. Aux États-Unis, en France, et on les dénonce, etc. En fait, je pense que c'est ce travail a voulu qu'est en train de faire ce blogueur et ce travail exceptionnel. Et certainement, on en parlera avec Maître. On va encore continuer à discuter avec la dame qui est toujours en ligne. Il faut militer sur un fichier des prédateurs sexuels après qu'ils ont été, entre guillemets, dénoncés, que les faits ont été avérés. Et ce sera un lieu très sécurisant. Ça va faire pas du mal, ça va faire du bien. Ça veut dire, je prends un exemple. Vous avez vu, quand on établit les profils de certains pervers sexuels, on me dit, vous savez, Jenny, on me dit très avenant, je dis bien le bonjour, je dis chère dame, chère amie, très cher. Je corresponds au profil, en fait. Et non, ne riez pas. Ce qui, en principe... Non, en fait, aujourd'hui, pour être gentil, si on est gentil, ça veut dire qu'on a le mauvais non, profil. Certains si on est poli, si on est bienveillant... Vous avez vu tout à l'heure comment identifier. Si on est romantique, ah oui, c'est vrai aussi. Comment identifier? Moi, j'ai des consoeurs.
quand je discute avec des consoeurs, il y en a qui disent ben, arrête aussi, sois comme monsieur tout le monde. Et c'est une façon de dire fais attention. Et quand on est profiler et qu'on sait lire dans les autres certains nombre d'éléments qui sont des éléments caractéristiques de certaines pathologies psychiatriques ou psychologiques. Non. Parce que tout à l'heure, j'ai dit faire le profil, n'est-ce pas, est très difficile. Et vous allez en rire. Parce que vous allez avoir des pervers sexuels, on a parlé de pouvoir. Parce que ce sont des personnes très intelligentes, très manipulatrices, bons parleurs. Et je comprends très bien. Mais là, on a une personne qui, depuis son enfance, j'ai vraiment... Manuela parle de bénir le Seigneur. Moi, je bénis le Seigneur parce que le témoignage de Manuela date de 25 ans. Et aujourd'hui, on a des témoignages sur la toile de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans et même de 2023. La justice fera, à vouloir son vérifier travail. où c'est vrai ou pas. Mais vous imaginez que cela a commencé il y a 25 ans. Donc, ça suppose que... Et la personne n'était pas à son premier forfait il y a 25 ans. Qu'est-ce qui explique... Oui, je vous écoute. Oui, vous êtes en ligne, madame. Oui. On a après comme 3 mois d'école, avant même la fin du premier trimestre, avant la fin du premier trimestre, le monsieur a subitement été renvoyé de l'école. Voilà. Et récemment, avec mes camarades, mes anciens camarades, on s'est dit que maintenant, on comprend. Parce qu'on venait juste, on ne le voyait plus. Et quand on demandait à nos directeurs, puisque c'était le plus grand de la classe, le plus vieux, le plus âgé, il est déjà arrivé après le début de l'école, genre 1 mois après. Mais il n'a pas terminé le trimestre. Il est parti brutalement. Il n'a pas été rien. C'est avec du recul qu'on se dit que, je pense que cela c'est su, mais on a préféré cacher les informations. On n'a pas dit ça, c'est vraiment avec du recul qu'on se dit ça. Et je pense d'ailleurs qu'il est venu à l'école aussi, à l'internat, parce que son père avait peut-être un espoir de le voir changer, ou je ne sais pas trop, parce qu'il est venu après, mais il est parti aussitôt. Je pense que c'est quelqu'un qui est malade. Je suis sûre que les victimes se comptent en centaines. J'en suis certaine. Et quel est votre sentiment quand vous lisez tout ce qui se passe sur la toile et des personnes qui disent, voilà, c'est exagéré, etc. Quel est votre sentiment, vous? Vous savez, je peux comprendre aussi, ça doit être culturel. Les victimes ne sont pas entendues. On a toujours l'impression que c'est la faute à l'autre si des choses arrivent. Mais moi, je pousserais le bouchon en disant que même si j'accepte de me faire draguer par une personne, que la personne ait une décapotable ou pas, ou même si j'accepte son invitation, même à venir chez lui, ça ne lui donne pas le droit de me brutaliser et de coucher avec moi. Malheureusement, on est encore dans une culture où tout ça est mal vu et les victimes sont celles qu'on doit abattre et tout ça. Mon sentiment est que tout ça est vrai. Il pourrait y avoir de l'exagération, mais connaissant le personnage, je vous dis, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler à voix basse. Je me dis, pas à voix basse, mais posément ou poliment. Je me dis peut-être qu'il a vécu des traumatismes dans son enfance, où sa mère a, je ne sais pas, trompé son père et qu'il a décidé de... Je dis n'importe quoi là, mais qu'il a décidé de chosifier la femme, de nous traiter de... Mais il était vraiment misogyne. Là, j'apprends qu'il y a aussi des hommes qui rentrent dans son cercle et tout, mais à l'époque, c'était des femmes. Et vraiment, je ne veux pas pousser le bouchon, mais il y a des choses qui me poussent à croire que même à l'époque, il y a des hommes qui le faisaient. Parce que dans notre cercle, je vois, dans le cercle des anciens de mon école, je vois les réactions de certains de mes camarades qui sont tellement violentes, je me dis, ceux-là n'ont pas envie de dire. Parce que c'est honteux pour nous, le viol, malheureusement. Oui. On en a reparlé avec mon frère à côté. On s'est dit, mais pourquoi tel ou tel, elles sont aussi virulents? J'ai l'impression qu'ils ont été des victimes. Mais comme c'est des hommes, ils ont honte. Les victimes ne doivent pas avoir honte. C'est ça. Alors, à côté de ce témoignage, Madame Caroline, quel est celui aussi de ressent qui est sur la toile qui vous a le plus choqué, 2 ou 3? Vous pouvez nous raconter? Personnellement, je vais pas dire, on va parler dans la catégorisation de ce qui m'a le plus choqué, mais c'est ce que je dirais, ce qui moi m'a marqué dans plusieurs témoignages, c'était justement le fait que le refus des avances. Moi, par exemple, si vous avez quelqu'un qui, parce qu'on dit qu'il ne vient pas, beaucoup disent quand il vous aborde pour la première fois, il n'est pas toujours violent. Donc, si il est tard dans la nuit, enfin pas tard, mais forcément, il y a l'embouteillage, quelqu'un vous propose, je vais, c'est sur mon chemin, est-ce que je peux te raccompagner?
souvent les gens acceptent. Ça aurait pu être moi à la place. Donc moi, ce qui me choque vraiment, c'est cette partie-là. C'est cette partie de séquestration, d'enlèvement et de séquestration. C'est-à-dire que quelqu'un vous imaginez, vous avez dit non à quelqu'un, et puis quelques minutes plus tard, vous vous faites enlever dans... Comment vous pouvez... Là, qui vous accuse, en fait? Oui. Qui vous accuse? Donc, moi, je pense que c'est surtout ça. Et puis, j'aurais quand même une question pour le docteur. C'est dans le témoignage de Manuela, à qui vraiment je salue le courage de parler sur la toile, parce que de parler de son témoignage, parce que ce n'est pas très évident pour les suivants de parler de ça. Oui. Et surtout que c'est arrivé à un âge très jeune. Moi, j'entends beaucoup le terme malade mental, mais est-ce qu'un prédateur sexuel est un malade mental? Puisque vous avez dit moi, dans mon esprit, de ce que j'entends d'un malade mental, c'est un peu comme un fou. Est-ce qu'un fou peut avoir cette idée de faire un plan? J'entends aussi beaucoup le mot psychopathe. Qu'est-ce qui est vrai dans ça? Pour qu'on puisse savoir, parce que quand on dit que quelqu'un est malade mental, ça peut être, en tout cas dans des procès qu'on voit à l'étranger, ça peut être utilisé comme circonstance atténuante pour alléger sa peine, parce qu'on va dire qu'il n'était pas maître de lui-même, ou du moins qu'il n'est pas responsable du fait qu'il a une maladie mentale. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Un psychopathe, un malade mental? Est-ce qu'un prédateur rentre dans cette catégorie-là? Moi, c'est... J'adore la question. Nous sommes tous des malades mentaux. Nous sommes tous des malades mentaux, mais chacun porte sa pathologie à un niveau qui lui permet de vivre de façon saine avec la société, avec les autres, en respectant les lois, en respectant un certain nombre de civilités qui nous obligent à expérimenter le meilleur, comme j'aime à dire. Et la deuxième partie de votre question, et même dans le témoignage de la jeune dame, et ce qui se dit dans la toile, c'est simplement, la jeune dame le dit, ça veut dire que lorsque la loi, les juristes feront leur travail, nous, par exemple, les spécialistes du comportement, nous serons dans deux aspects. Ça veut dire que nous pourrons être experts de la partie défenderesse, nous pourrons être aspects d'acteurs qui portent plainte. Maintenant, il y a des tests. Il y a ce qu'on appelle des évaluations de la personnalité, des évaluations psychologiques qui permettent de catégoriser notre niveau de conscience lorsque nous commettons un certain nombre de faits. Par hypothèse, en écoutant la jeune dame tout à l'heure et le peu de lecture, entre guillemets, que j'ai eu de cette affaire, le premier élément de profil, c'est que ce monsieur aurait, et n'oubliez jamais, je fais bien d'utiliser le conditionnel présent, aurait lui-même été victime de violences sexuelles dans son enfance. C'est la question que moi je voulais directement vous poser, docteur. Est-ce qu'il n'y a pas un traumatisme dans l'enfance? Effectivement. Moi, je pense est-ce qu'il n'a pas été violé pendant l'enfance? Ça reste une hypothèse. Ok. Parce que quand on fait même de loin son profil, quand on écoute certaines victimes, et c'est le premier élément qui arrive, parce que je pense qu'il y a 4 éléments, ou 6 éléments sur le plan psychopathologique qui permettent d'établir le profil d'un pervers narcissique. Mais quand on observe sa méthode, ce qu'il fait, ce qu'il dit, déjà parler de sexe tout le temps, aller vers les plus jeunes, et là, il y a aussi les psychiatres, eux, ils ont toute une partie chimique, ils en parleraient mieux que moi, par exemple. Il y a des dysfonctionnements sur le plan de la sécrétion d'un certain nombre d'éléments dans le cerveau. C'est tout un ensemble d'experts qui vont se réunir et vous verrez que ça date de 25 ans et c'est 25 années de victimologie et de parasites dans la vie de toutes ces personnes permettront à tous les experts en place d'établir est-ce qu'il sera agréablement ou désagréablement puni, chère dame. C'est pas facile pour nous. On n'a pas le droit de porter des jugements de valeur. C'est une science. Oui. Il peut avoir été victime dans son enfance, il faut l'établir. Mais ça n'excuse pas que plus tard. On a tous été victimes de quelque chose. Notre mémoire traumatique est parfois vivante jusqu'à nos âges avec des cheveux gris. Pourquoi certains arrivent à 35-40 ans à demander à consulter? Parce qu'à un certain âge, on prend, je disais à la dernière émission ici, savoir faire le deuil de son éducation. Oui. Il y a des jeunes monsieur, je vais avoir un enfant. Je pense qu'à cette émission, il y a un monsieur qui a dit, c'était sur
en début d'année, là, on fait quoi encore là? On prend des résolutions, c'était des Oui, résolutions. les résolutions. Et il avait dit quand sa fille venait de naître et quand il a regardé qu'il avait regardé ce bout de chou, il a dit elle ne doit pas respirer, par exemple, ma cigarette, et il a pris la décision d'arrêter de fumer. Ça veut dire qu'à un certain moment de notre vie, on peut avoir conscience de certains traumatismes qu'on aura subis un peu plus jeune. Et c'est à nous, à ce moment, de demander de l'aide. Il y a des psychologues, il y a des travailleurs sociaux, ça dépend des moyens qu'on a. Et à partir du moment qu'on demande de l'aide, on guérit. Ça prend du temps, mais on guérit. Vous voyez, madame? Donc, en termes de responsabilité, je ne suis pas juriste, mais en technicien du comportement, rien n'excuse rien. Mais on va dire aujourd'hui, moi, la première réaction que j'ai eue en voyant tout, c'est, je me suis dit, mais pourquoi jusqu'ici, personne n'a jamais porté plainte? Est-ce que c'est parce que les plaintes étaient isolées? Non. Pourquoi les victimes? Ou parce qu'elles ont pensé qu'elles étaient elles-mêmes coupables? Ou bêtes d'avoir cru, ou d'avoir cédé, ou d'avoir... On en a parlé. Oui. Et la jeune dame tout à l'heure est revenue là-dessus parce qu'elle a dit clairement qu'on ne pense pas que ce qu'on avait dit avant, ce qu'Éric avait dit sur l'argent, elle a dit que l'argent n'était pas très important. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez, une fois ici, on avait parlé de notre complicité à nous tous, la complicité de la société, la complicité de la famille et la complicité même des hommes de loi, excusez-moi. Les hommes qui de ne loi vont pas au bout qui et ne qui vont nous pas au bout répondent des procédures. C'est très lourd. Parce que je vais vous raconter une histoire et très très rapidement. Une fois, j'étais au tribunal. J'étais au tribunal un jour et un jeune homme avait été accusé d'avoir violé une jeune dame. Et j'étais au tribunal, j'étais à Bonanjo, et son avocate était rentrée avec de draps, est venue avec un drap et je sais pas quoi d'autre, et a dit au juge, monsieur le juge, mon client a encore le drap sur lequel elle était montée. Et jusqu'à aujourd'hui, n'a pas lavé le drap. La jeune dame qui était là, vous savez ce qu'avait été sa réaction? Je suis montée comme ça parce qu'il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle était donc consentante. Les choses qui se passent à un moment précis sont des éléments qu'on expérimente ensemble ou en collectivité. Je pense que pour assurer les victimes, on reviendra. Faut parler. On a pu avoir Maître qui va certainement nous rejoindre à l'instant. On va la rajouter dans le call avec la dame qui a témoigné. Et pendant ce temps, on va directement poser la question à Caroline, si elle a été un sujet très intéressant pour nous. C'était justement au niveau de ces plaintes, parce qu'on a remarqué que vous avez fait un consortium. Est-ce que vous pouvez parler d'abord de ça? Oui, de manière générale, moi je suis la directrice exécutive d'une association qui s'appelle Elles Rayonnent Ensemble. Et donc nous faisons partie de différents réseaux et plateformes, qu'ils soient sur le plan sous-régional ou national. Et donc quand on a au vu de cette affaire et justement du fait qu'il n'y avait pas qu'il ne semblait pas y avoir du moins une réaction de la part du gouvernement dans un premier temps, mais aussi le fait qu'on n'arrivait pas à collecter des plaintes. Le message que nous avons adressé en tant que consortium, dans ce consortium est constitué du réseau des jeunes féministes d'Afrique centrale, qui est un réseau sous-régional qui regroupe les associations et jeunes militants de la sous-région Afrique centrale. Donc actuellement on est à 6 pays. Il y a aussi bien sûr le collectif Stop Féminicide 237 qui est né à la suite justement de nombreux cas de féminicide et qui semble être toujours considérés comme des faits divers. Et en dernier, le groupe de plaidoyer Je m'engage Cameroun, qui travaille sur les questions d'égalité hommes-femmes dans le pays. Et donc, ce sont tous des réseaux, des plateformes, des collectifs et qui regroupent donc plusieurs organisations. Et donc, face à ça, nous avons adressé ce message en premier au gouvernement, comme on le disait, pour qu'ils se saisissent de l'affaire, ou du moins une réaction, et beaucoup plus, en fait, pour soutenir les victimes et les survivants, les encourager à déposer une plainte. Mais la réalité est aujourd'hui que si
les survivantes ou du moins les victimes ne parlent pas, c'est aussi au niveau de la protection de ces derniers. Malheureusement, image. je pense que Maître pourra certainement nous en dire plus. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas un système de protection des victimes. Et lorsque nous causons avec ces victimes qui viennent quand même parce que ce n'est pas seulement l'appui en fait, judiciaire que nous pouvons offrir, mais aussi un appui psychologique et autres. Et donc, elle vous dit que ça, elle n'est pas prête à assumer tout ce que la procédure, parce que la procédure, c'est pas ce que les gens croient, c'est pas un instant. Ces procédures sont lourdes, elles sont lourdes financièrement. C'est vrai que nous aussi, en tant qu'association, nous sommes là pour ça et les avocats peuvent travailler pro bono, mais c'est lourd financièrement, c'est lourd pour la famille, c'est lourd pour vous-même. La société qui vous juge, vous voyez bien les réactions sur la toile de comment est-ce qu'on juge les jeunes filles et tout. Donc, est-ce que tu peux assumer tout ça? Elles disent non. Et ensuite, on est en face. Ce n'est pas un prédateur sexuel. Nous, on dit que c'est une bande organisée. Bien, il est composé d'hommes assez influents. Parce qu'on ne peut pas faire tout cela être impuni jusqu'à ce présent. Et justement, il y a eu des plaintes justement dans le passé qui n'ont pas abouti. Donc, ça n'encourage pas. Et puis, on rétorque. On a l'impression qu'ils se sortent toujours du mail des filets. Exactement. Et on rétorque. Et ça, c'est aussi une responsabilité de la société civile, du citoyen camerounais, de dire, si vous dites à chaque fois que la justice est corrompue, vous ne m'encouragez pas, moi, à aller justement vers cette justice corrompue. Vous avez rabâché depuis plus de 20 ans qu'elle est corrompue. Je ne crois pas en cette justice. Vous ne croyez pas en cette justice. Moi, victime ou survivante, j'aurais du mal. Et quand on parle en plus, quand on suit le cas que le docteur vient de citer, de l'affaire du drap, c'est aussi des réalités qu'il y a dans les tribunaux, de comment est-ce que le système patriarcal est tellement implémenté même dans la tête d'un juge qui ne comprend pas que dès l'instant où il n'y a pas consentement, c'est pas parce que je suis montée sur ton lit, mais je dois consentir à l'acte qui est posé pour qu'on dise qu'il n'y ait pas violence. Cher monsieur, si vous m'écoutez à cet instant, sachez que vous devez renouveler le consentement à toutes les étapes. Exactement. Je dis bien à toutes les étapes. On peut commencer et après on n'est plus d'accord. Exactement. Et vous devez arrêter. Revenons-en sur ce cas. Bonsoir maître qui nous a rejoint à l'instant, maître Dacle, épouse de Tama Priscilla. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, ravi d'être les vôtres. Alors, on va d'abord commencer par vous poser la question. Tout de suite, nous venons d'écouter un témoignage de l'actualité d'une dame qui a eu ce courage de révéler son expérience suite à un réveil post-traumatique vécu il y a 25 ans et qui traduit à suffisance le personnage, à savoir violent, voulant arracher, avoir tout par la force, violence verbale et violentant fille comme garçon. Alors, elle a pu échapper parce qu'une personne l'a retiré des mailles de ce monsieur qu'il avait déjà au préalable déshabillé et lui-même s'était déshabillé. Mais elle a constaté qu'autour d'elle, il y avait d'autres filles. Est-ce que déjà un témoignage d'il y a 25 ans, parce que quand elle nous a contacté, elle nous a dit qu'elle est prête à aller jusqu'au bout. Est-ce qu'un témoignage d'il y a 25 ans peut être reçu devant le juge? Allô? Oui, maître. Est-ce qu'un témoignage d'il y a 25 ans peut être reçu devant un juge? Est-ce qu'un témoignage d'il y a 25 ans? Non. Après 25 ans, il est clair qu'il y a prescription. Oui. Il y a prescription, voilà. Son témoignage peut être reçu, oui. Est-ce que sa plainte peut être reçue? C'est ça la question. Parce qu'après 25 ans après la commission d'une infraction, il y a prescription. Alors, la question, peut-être pas si elle peut porter plainte, c'est si son témoignage peut être reçu. En tant que témoin dans une autre affaire, d'être pour appuyer, c'est-à-dire si une autre victime porte plainte et qu'elle vient témoigner pour appuyer la plainte de l'autre victime, oui, ça peut être reçu. Très bien. Alors, pourquoi nous avons vu beaucoup de Camerounais réagir sur la toile? Pourquoi le ministère ne s'auto-saisit pas? Le ministère public ne s'auto-saisit pas. Est-ce que vous pourriez essayer de donner une réponse à cette question? Pourquoi l'importance ou la nécessité, voilà, n'est pas automatique. Hein. Ok. La mise en action de l'action publique, normalement, ça se fait par une plainte. C'est la victime qui met en mouvement l'action publique. Le ministère public peut s'auto-saisir, mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas obligatoire.
Tout laisse à croire qu'en l'état actuel des choses au Cameroun, le ministère public n'a pas saisi la pertinence ou alors la dangerosité du personnage. Du coup, il préfère laisser couler. Moi, j'ai eu cette discussion très récemment avec des procureurs. Je leur ai demandé, mais pourquoi le ministère public ne fait pas une autosaisine dans ce dossier? Tel que prévu par l'article du Code pénal du Cameroun. Sauf que l'autosaisine du ministère public n'est pas automatique ni obligatoire. Rien ne fait obligation au ministère public de s'autosaisir. C'est pour ça que dans cette affaire, nous appelons massivement les victimes à porter plainte. Nous appelons les victimes à sortir de la torpeur, à sortir de la crainte, à sortir de la peur et de mettre en mouvement l'action publique pour que le ministère public puisse faire son travail. Alors, nous avons aussi essayé, je vais partager avec vous justement, bien sûr, je ne peux pas donner le nom de façon anonyme, la réaction d'un procureur qui nous expliquait que si les témoignages sur Internet peuvent engendrer l'autosaisine du ministère public, qui peut ouvrir une enquête, cela peut être considéré comme une dénonciation, il n'y a pas de souci. Seulement, pour que la procédure aboutisse véritablement, on a besoin des preuves. Et ces preuves ne peuvent être produites que par les victimes elles-mêmes ou des témoins. C'est pourquoi le ministère public ne peut pas réagir, car on sait que l'action ne pourra pas aboutir sans la participation des victimes. Des victimes, voilà. Puisque oui, c'est une, comment je vais dire, c'est une entorse à l'ordre public. Une infraction vient d'abord violer l'ordre public, mais c'est une action qui est portée sur une personne. Alors, nous avons... Ce n'est que cette personne-là. Parce que le ministère public va se dire, est-ce qu'il a assisté au viol? Non. Non. Est-ce que c'est un flagrant délit de viol? Non. Non. Il faut que la personne qui a été violée mette en mouvement et nous apporte justement les preuves de ce qu'elle a été victime de cette infraction-là. D'accord. Et la preuve étant, bien sûr, peut être rassemblée par tout moyen. La preuve peut être apportée par tout moyen. Et moi, je conseille généralement aux victimes de viol, de violence, de faire un certificat médical dans les heures qui suivent la violence. Ayez le réflexe d'aller dans un centre de santé et de faire un certificat médical dans les heures qui suivent. Quand vous avez été violenté, ça doit être votre premier réflexe. Allez dans un centre de santé, faites un certificat médical. D'accord, maître, mais là, c'est pour les cas où... parlons-en de celui-ci. Est-ce qu'on pourrait... je veux dire, si les victimes nous écoutent, même si c'est il y a 2 ans, il y a 3 ans, je pense que la prescription, c'est 10 ans, sauf erreur de ma part. Toutes ces personnes qui sont concernées, qui ont été libres de témoigner anonymement, déjà, la première question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut continuer à faire une plainte sous X, par exemple? Est-ce qu'on peut commencer une action en faisant une dénonciation anonyme? Non, la victime doit être identifiée. Alors, premier point, la victime doit être identifiée. Plainte contre X. Vous pouvez porter plainte contre X, mais vous ne pouvez pas faire une plainte sous X, parce que la victime doit être identifiée. Alors, si vous ne pouvez pas faire une plainte sous X, comment est-ce que vous pouvez quand même faire pour préserver votre identité dans une affaire qui est aussi médiatique? Vous ne pouvez pas préserver votre identité parce que quand on porte plainte, il faut une confrontation. Non, en fait, je pense qu'il y a... Mais il n'y a pas les il y a des updates parce que le directeur général de la Sûreté nationale a dit justement que ils ont pris des dispositions pour que pendant l'instruction, du moins durant l'instruction, que l'anonymat des victimes doivent être préservés. C'est ce qui a été négocié par les collectifs des avocats. Oui, l'anonymat peut être vis-à-vis du public, mais on ne peut pas l'anonymat. C'est ça ma question. C'était la question, en fait. C'était l'anonymat vis-à-vis du public. Voilà. Oui, non. De toutes les façons, lorsque vous portez plainte, on n'a pas le droit de porter ça à la connaissance du public. Voilà, c'est ce qui peut-être pourrait intéresser les victimes et les encourager. Alors, merci beaucoup, Caroline. Non, vu comme ça, oui. Vu comme ça, de toutes les façons, lorsque vous mettez un acte, il y a le secret de l'instruction, par exemple. D'accord. On ne va pas aller afficher, on ne va pas aller dire que Caroline a porté plainte contre monsieur X. Ça ne se fait pas. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une confrontation entre Caroline et monsieur X. Exactement. Bon, nous, en fait, nous parlons plus du public. Voilà, du public. Donc, si c'est pour le public, on n'a pas le droit de rendre public des informations qui concernent une enquête.
Alors, très bien. Et j'aimerais également qu'on puisse essayer de qualifier les faits. Parce que peut-être des personnes sont des victimes et elles se disent, voilà, c'était une simple affaire, il m'a juste un peu violenté, il n'a pas réussi son coup. Est-ce qu'on peut rappeler, par exemple, que la tentative est punissable au même titre que l'acte? Ou alors, est-ce que vous pouvez qualifier un peu, je veux pas prendre votre place, mais est-ce que vous pouvez un peu qualifier, si on passe sous le prisme ou le postulat, que tout ce qui a été dit a quelques nuances de vrai? Quelles pourraient être les infractions? Les infractions? Oui. Ouf. On a plein d'infractions. On a la séquestration, on a les violences, coups et blessures, on a le viol, on a les menaces. Oui. Il y a une plein d'infractions dans cette histoire. D'accord. Et quelles sont les chances pour les victimes d'avoir réparation, vu que le présumé semble avoir déjà pris le devant de l'action? Alors, on va reprendre Maître sous un autre canal. Le temps pour nous d'écouter le commentaire du docteur Cyril par rapport à ce fait médiatique. Parce qu'on rappelle déjà, c'est d'ailleurs la prochaine partie avec Maître, qu'il nous semble que le présumé coupable a déjà mis en avant l'action. Donc, c'est plutôt lui qui a même porté plainte. C'est très intelligent. Oui, n'en riez pas. Le pré-profil des personnes dites pervers sexuels, c'est d'abord l'intelligence, l'anticipation, les attitudes caméléons, et généralement très manipulateurs ou manipulatrices. Et je n'ai pas besoin de commenter l'actualité. Et je vous avoue même, quand j'arrivais en studio, j'ai lu quelques lignes, quelques personnes. J'évite parce que je pourrais rencontrer des victimes et pour rester distant et ne pas mettre mes organes, j'essaierai de commenter de moins en moins ce qui est actuel. Alors, on a retrouvé Maître et on posait à Maître la question de savoir quelles sont les chances pour les victimes d'avoir réparation vu que le présumé coupable a pris le devant de l'action. Bon, là, ce sera compliqué. Parce qu'il faut qu'il y ait, pour qu'il y ait réparation, il faut qu'il y ait une condamnation. Oui. Il faut qu'on reconnaisse que vous ayez subi un préjudice, pour que vous demandiez réclamation. Si il n'y a pas de condamnation, si on ne reconnaît pas que vous avez subi un préjudice, vous ne pouvez pas avoir réclamation. Il faut qu'on se le dise. D'accord. Voilà. Donc, il faut que la justice fasse son travail jusqu'au bout. Déjà que les victimes fassent leur travail de mettre en action, de mettre en mouvement l'action, que la justice fasse son travail de récolter les preuves et que aussi que les victimes facilitent le travail de la justice en leur amenant des preuves pour que ce monsieur soit condamné et que par la suite, elle puisse obtenir réclamation. Voilà comment. Très bien. Je repose la question sous un autre format en vous disant ceci. Nous avons tous vu il y a 24 heures sur les réseaux sociaux que cette personne a décidé de porter plainte. Je ne sais pas si les autres ont déjà porté plainte. Toujours est-il qu'il y a des avocats qui se sont mis en consortium, qui ont lancé... Parce que le maître Moteng nous a rappelé que la déontologie du métier d'avocat, ce n'est pas lui d'aller vers les victimes, mais c'est aux victimes de venir vers les avocats. Nous avons eu encore Mme Caroline qui a rappelé avec le consortium qui a été mis en place qu'il y a des personnes qui sont en train de venir vers elle et qui sont en train de se constituer. Toutefois, le présumé coupable, lui, a déjà porté plainte. Est-ce que cette action va paralyser celle des victimes? Non, le présumé coupable porte plainte pour diffamation. C'est quoi? Il a porté plainte pour diffamation. Il a porté plainte contre qui? Contre Zulmanto. D'accord. Mais non, ça ne paralyse aucunement. Ça ne paralyse aucunement. Aucunement. Très bien. C'est très important de rassurer les victimes parce que ça peut aussi être une voie d'intimidation. Aussi, on ne sait pas quelles sont ses intentions. On ne sait pas quelles sont ses intentions, mais ça n'empêche aucunement de porter plainte. De porter plainte et les procédures peuvent concourir parallèlement sans souci. Avec les moyens qu'il a. Très bien. Avec les moyens qu'il a. Voilà.
Donc, ça n'a rien, ce n'est pas lié. Si vous voulez porter plainte, vous portez plainte, vous ouvrez votre action, les enquêtes seront menées avec les preuves qu'on aura, la justice prendra sa décision. Qu'il ait porté plainte pour diffamation ou pas. Super, on a un auditeur qui souhaite intervenir. Et maître, merci beaucoup de votre participation. Je sais que vous restez connecté. Mais avant que vous ne partiez, est-ce que vous voudrez bien nous donner un mot? Là, vous vous adressez aux victimes qui nous écoutent. Quel est le mot que vous avez pour elles? Il faudrait que, pour les victimes, il faudrait que la honte change de camp. Très bien. Parce que le nombre de personnes, surtout de femmes, je vais dire de femmes parce que le viol ne concerne que les femmes dans la législation. C'est fou le nombre de femmes, de jeunes filles qui sont touchées, qui sont violées, qui sont etc. et qui n'osent pas parler. Et lorsqu'elles veulent parler, elles sont moquées, elles sont jugées, elles sont pointées du doigt. On entend encore dire des choses comme tu partez faire quoi là-bas. Vous vous habillez comme ça. Vous aimez l'argent facile. Non, ce n'est pas parce qu'une femme marche nue qu'elle mérite d'être violée. Ce n'est pas parce que quelqu'un cherche l'argent facile qu'il mérite d'être violé. La prostitution, c'est un métier. D'accord? C'est vrai que c'est condamné dans notre code pénal, mais on paye les femmes pour avoir des relations sexuelles. Pourquoi vous violez les femmes? Pourquoi vous leur enlevez leur dignité de force? Il faudrait que la honte change de camp, que les victimes aient le courage de se lever. Et c'est pour ça que je remercie Caroline, parce que des associations comme la tienne font un travail extraordinaire auprès des victimes. Merci. Je remercie aussi le docteur qui est là, le psychologue. Cyril Bengono. Bonsoir, maître. Et bonne année. Merci, bonne année à toi aussi. Qui font un travail extraordinaire pour que des personnes puissent prendre en main leur, je n'ai pas envie de dire la destinée, et de se dire non, je n'ai pas le droit de subir ce genre de choses et que c'est lui qui m'a fait du mal. Je n'ai pas à avoir honte de ci ou de ça. Donc, pour les victimes, levez-vous, vous avez des accompagnements comme les associations, vous avez des accompagnements comme les psychologues, levez-vous, allez porter plainte pour que ce genre de choses s'arrête. Parce que c'est vous qui allez arrêter. On attend que le pays fasse des choses. Non, c'est vous, c'est nous qui allons arrêter. On est fatigué d'avoir peur de sortir dans la rue parce qu'on est une femme. C'est ça, exactement. Ce n'est pas normal. Donc voilà mon message à l'endroit des victimes. Merci beaucoup, maître. Merci. Et à l'endroit des Camerounais, si tu me permets, Jenny, bien sûr. On a un problème, on commence à avoir un sérieux problème de mœurs dans ce pays. Exactement. Je ne sais pas si les hommes sont victimes de leur libido, mais il faut qu'ils s'arrêtent. Non, il faut qu'ils s'arrêtent à un moment. Il faut qu'ils s'arrêtent. Il faut qu'ils s'arrêtent. Nous ne sommes pas leurs objets. Ils ont tous même on a la libido. Les mêmes, quand ils commencent à avoir un peu d'argent, un peu d'assurance, ils arrivent à sortir la tête de l'eau. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur enfance. Peut-être le docteur Bengono est mieux placé pour nous expliquer. Il a essayé. Il a essayé au début. Voilà. Qu'est-ce qui peut conduire une si grande masse? Si c'était des cas isolés, j'aurais compris. Mais chaque jour, il y a des problèmes de mœurs. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Vraiment. Il faut qu'on comprenne. Maître, les gens souffrent, mais cette souffrance, et comme j'aime souvent dire, maître... Docteur, nous avons aussi la libido, comme l'a si bien dit Oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Vous, les dames, vous avez la libido, mais vous ne violentez pas, parce qu'on en parle aussi très peu. C'est pas pour dire que les hommes ont raison. Mais effectivement, ça va très mal. Ça va très mal. Il y a des études qui sont en cours. Moi, je suis en train de travailler sur le propos. Mais toutefois, il y a beaucoup d'influences, et parmi ces influences, j'en suis à dire ceci, et tout le monde n'est pas initié. Il y a des aspects métaphysiques, il y a des aspects spirituels, et si on est mal dans sa spiritualité ou dans ses spiritualités, je ne sais pas si vous regardez dans la même direction que moi, cela attire. Ceux qui sont initiés à la loi d'attraction, si vous attirez le négatif, vous êtes un peuple. Vous allez préparer, vous allez co-créer le négatif, vous allez l'expérimenter, vous devriez l'assumer. Et aujourd'hui, dans notre peuple, quand on prend notre environnement, jusqu'à ce niveau de mes études, personne n'est encore arrivé au niveau de permettre à l'autre d'être libre. Je vous prends un exemple. Si je courtise une dame, si j'ai envie de l'embrasser, elle me dit non, je n'en fais pas un problème parce qu'elle a dit non. Vous ne devriez pas en faire un problème. Et le fait d'avoir un statut social ne vous donne pas le droit sur elle. Et au contraire, je le dis à tous ceux qui sont comme moi, qui sont hommes,
Au contraire, si une femme vous dit non, mettez-vous dans la tête, mettez-vous dans votre personne que c'est un non provisoire. N'espérez pas un oui. Dites simplement qu'elle a le droit de dire non parce qu'elle seule sait pourquoi elle dit non. Un point sans deux traits. Je ne sais pas si vous comprenez, maître. Très bien. Tous ceux qui nous écoutent sachent que nous sommes... Vous savez, nous sommes en train de parler ainsi et nous subissons, nous les hommes, la même chose des femmes parce que votre pouvoir de séduction est aussi parfois dévastateur. Nous allons en rire, mais... Donc vous êtes des victimes de notre beauté. Pas de votre beauté, de votre pouvoir de séduction. Ok. Et on en parlera. On vous le concédera. Et pour conclure, en un mot, c'est simplement de dire aux hommes ceci. Entre guillemets, on aime à dire que l'homme est un chasseur, qu'il aime à collecter ce qu'on dit des expériences, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne soyez pas frustrés qu'une magnifique dame vous dise non. Au contraire, si elle vous dit non, allez chasser ailleurs. On finira par vous dire oui. Voilà. Moi, je dirais que le terme chasser n'est pas le bon parce qu'on n'est pas. C'est pas le terme approprié parce que c'est j'adore. Si je demande à tête. Non, concédons au docteur Cyril que c'est la thématique certainement qui a conduit ce lapsus. Je t'invite à t'excuser. Je t'invite parce que. Oui, je vous demande pardon parce qu'effectivement, un prédateur est un chasseur. Voilà. Mais quand on utilise, je suis entré dans le populisme. Exactement, on a compris. L'homme est un courtisan. Mais il faut préciser. C'est le populisme qui crée problème. Voilà. Non, je vous demande pardon. Parfois, les mots sont dangereux. On accepte les excuses. Les mots sont dangereux. William? C'est pas souvent ici. Même William a demandé pardon. Oui, il faut recadrer. C'est justement ça. Oui, et ça permet d'embrayer un peu sur ce qu'on a, le phénomène aujourd'hui de cyberharcèlement, de violence en ligne. Par rapport justement, on appelle ça le victim shaming ou blaming, de blâmer les victimes et d'encore plus les victimiser. Justement, les gens font des blagues et c'est un peu ça. C'est des blagues que des gens font en utilisant des mots, pourtant les mots effectivement ont un sens très profond. Donc aujourd'hui, moi, s'il faut aller dans le sens du dernier, moi je dirais que ça s'adresse vraiment d'abord, premièrement, aux victimes ou survivantes. C'est vraiment de vous dire, vous n'êtes pas seul. Ça, quand on a été victime d'une violence, la première chose on se sent sale, on a l'impression qu'on ne peut rien dire à personne, que c'est quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Ça, c'est la première des choses. Et bien sûr, on continue à vous encourager pour vous accompagner dans ce processus parce qu'on sait très bien que le contexte à l'heure actuelle n'est pas propice forcément pour vous permettre de briser ce silence et donc de porter plainte. Nous, les associations de la société civile, notamment les associations féministes, on est là. Je vous donne un contact, celui de l'association Sourire de Femmes avec le numéro 659 92 49 65. Je répète, 659 92 49 65, l'association Sourire de Femmes. Vous pourrez retrouver les comptes sur les réseaux sociaux et qui est en train de prendre des dispositions même sécuritaires si vous avez besoin d'un espace où vous réfugiez pendant le moment de l'instruction et qui vous mettra aussi en contact justement avec le collectif des avocats qui s'est constitué et vous rassurer que le délégué général à la Sûreté nationale a dit que votre anonymat sera préservé. Ne vous inquiétez pas, donc prenez votre courage, vous n'êtes pas seul de venir nous trouver. On va vous accompagner dans tout ce processus-là. Nous sommes là pour ça. J'aimerais rajouter, si vous le permettez, avant de continuer, ma chère Caroline, que nous ici, vous avez remarqué, si vous nous rejoignez à l'instant, que nous sommes dans Cris de femmes, prédateurs sexuels. Derrière de Darkness Bogda se cachent plein d'autres versions d'hommes. Alors le cri et l'appel que Caroline vous envoie à l'instant ne concerne pas seulement la situation qui défraie la chronique en ce moment. Si jamais, parce qu'il faut profiter de cet événement pour ouvrir une grosse boîte à Pandore et permettre aux victimes de se libérer et de briser le silence. Alors si vous avez été violé ou violenté ou séquestré ou sodomisé and whatever par qui que ce soit dans votre entourage, ne vous tracassez pas à réfléchir si vous avez la preuve. Les techniciens et les professionnels sont là pour ça. Alors si vous souhaitez avoir une oreille, une écoute, alors Caroline va encore répéter la procédure pour ceux qui nous rejoignent à l'instant.
Alors, comme je disais aux victimes et suivantes, vous n'êtes pas seuls. Il y a, à travers le consortium de ce mouvement des associations féministes camerounaises, il y a l'association Sourire de Femmes qui vous met à disposition son numéro 659 92 49 65. Et l'association va vous accompagner dans tout le processus. Justement, par là aussi, si vous avez besoin d'un refuge, l'association peut trouver des dispositions pour que vous soyez en sécurité et vous rassurer toujours par le fait que le délégué général à la Sûreté nationale a dit que l'inscription sera faite sous anonymat. Votre identité ne sera pas dévoilée parce que, comme Maître l'a dit, la peur doit changer de camp. Je voudrais aussi rappeler à tous ceux qui font du victim blaming, sont en train de blâmer les victimes, font preuve de violence en ligne contre les femmes, que c'est des faits qui sont punissables par la loi et que si cette tendance ne réduit pas dans les jours prochains, nous serons peut-être amenés à prendre des actions parce que c'est en train de prendre de l'ampleur et ce n'est pas normal. Et de rappeler au peuple camerounais, à la communauté, quand on parle de communauté, on parle de famille, on parle d'amis, on parle que c'est une responsabilité commune de protéger et de respecter les droits des femmes et des filles et de tous citoyens ou citoyennes camerounaises. Aujourd'hui, si nous voulons bâtir une nation forte, démocratique et tout ce que nous voulons, ou la justice réelle, nous ne pouvons pas nous-mêmes devenir ces relents d'injustice. Là, nous devons ensemble construire notre nation et ça passe par le cas d'espèce de peser de son poids pour que les auteurs de ce crime, parce que c'est des auteurs de ces crimes, de tous les autres crimes, puissent être tenus pour responsables et payer les crimes qu'ils ont commis. Donc on continue à dire, vous n'êtes pas seuls, ne vous sentez pas seuls, nous sommes là pour vous, nous sommes ensemble. Et n'hésitez pas à entrer en contact. On va laisser aussi le numéro auprès de ABK Radio pour que si vous avez besoin et que c'est plus facile pour vous de passer par ABK Radio, d'avoir le contact de l'association Sourire de Femmes qui va certainement vous accompagner. Donc nous continuons de vous encourager et je termine toujours en disant: une nation sans se construire. J'en appelle à la responsabilité de la communauté. J'en appelle parce qu'on a vu à de nombreux cas, ce sont plutôt les bensikineurs qui sont pourtant considérés parfois comme des chefs, je ne vais pas dire des personnes qui ne doivent pas intervenir, qui intervenaient face aux cas de violence que les femmes subissaient. Beaucoup ont malheureusement retracé des faits d'indifférence face aux cris qu'elles pouvaient pousser par rapport aux tentatives d'enlèvement et tout. Donc on appelle à la responsabilité de la communauté. Vous ne pouvez pas voir un homme, une femme, un être humain en train de subir une violence et rester indifférente. Vous avez le devoir d'agir par solidarité humaine, simplement solidarité humaine. Donc c'est toujours d'en appeler et toujours continuer à sensibiliser dans les familles. Les familles, le rôle est primordial, l'accompagnement. Quand une victime vient se confier à vous, parce que c'est souvent le premier endroit où on finit par se confier quand on arrive à en parler, c'est de ne pas victimiser la personne. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Merci. Oui, docteur Cyril Bengono, je ne vais pas être long. On va faire la sortie. Oui, la sortie. Très rapidement, je pense qu'à la suite de Caroline, félicitations à votre association. Et je le dis officiellement. C'est tout un consortium. Un consortium. Je suis disponible. Pour ajouter à cela, le promoteur d'un centre médical, Action Santé pour tous, le centre médical islamique de Kotor, il est situé à Kotor, Baden-Baden, rue des Pavés. Monsieur Sonfak Mohamed, à qui je dis bonsoir, a inspiré que l'espace de soins soit un espace d'accueil pour des victimes, accueil et d'accompagnement pour des victimes qui subissent des violences. Et par ma personne et ma pratique psychologue, nous avons déjà commencé à rencontrer des gens des personnes avec beaucoup de facilité. Pour terminer, tout à l'heure, Miss Jane disait « Allô mon psy ». Notez « Allô mon psy », numéro WhatsApp 678 99 84 10. C'est WhatsApp et téléphone. 678 99 84 10. Numéro orange, il n'est pas WhatsApp, 697 67 33 11. Alors, le principe, il est très simple. Lorsqu'on est victime, en général, c'est anonyme. Vous faites un voice, ne dites pas comment est-ce que vous vous appelez. Et ensuite, nous vous rappelons et nous prenons un rendez-vous dans un espace approprié où vous pouvez vous exprimer de façon anonyme. Et ensuite, comme vous venez d'entendre avec Caroline, sans doute,
et avec ABK Radio Cri de Femme, nous sommes en train de créer des éléments qui vous permettent de ne plus vous murer dans le silence. Le silence est le poison qui tue les intelligences. Et comme nous sommes tous intelligents et nous avons le droit et le devoir d'être heureux, je vous souhaite bien le bonsoir et soyez positifs et heureux. Parce qu'il n'y a jamais aucune raison qui pourrait donner raison aux personnes qui ont décidé d'être nos bourreaux. S'il vous plaît, brisez le silence et sortez de la torpeur et surtout portez plainte. Merci à tous les auditeurs d'ABK Radio, pardon à ceux pour lesquels on n'a pas pu lire vos contributions, et on se retrouve très prochainement sur la fréquence utile et agréable. N'hésitez pas à écouter cette émission en rediffusion sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez réécouter tous nos programmes sur www.abkradio.com. Vous avez également la possibilité de nous réécouter ou encore réécouter nos programmes sur l'application ABK Radio officielle. N'hésitez pas à partager vos avis, à rester toujours connecté sur la fréquence utile et agréable 89.9 ABK Radio. Bonsoir. Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les Nieman, ni les Don, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cri de femme, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cri de femme, votre plateforme de sensibilisation. Cri de femme, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. ABK Radio est situé au 7e étage de l'immeuble ABK, tout à côté de l'ancienne mairie de Douala 5e à Bonamoussadi, carrefour ABK Radio. Téléphone 677 33 0033 699 84 99 70. Merci d'écouter la fréquence utile et agréable. Toi, enfant de la terre, écoute-moi.